Bonjour à tous, bienvenue à ce meet-up sur l'archéologie logicielle qui va être présenté par Charles Médine. On va commencer par remercier déjà nos sponsors meet-up qui nous aident, donc Digit, Matmut, Proxiad, Multiweb, la Métropole, le Village Baïséa et la zone 51 qui nous a, 0 qui nous accueille aujourd'hui. Quelques meet-up à venir. Donc, on en a un très bientôt le 7 juillet, encore ici, qui sera le petit guide illustré des garbage collectors de Java par Rémi Forat. Et je vous invite à, si vous souhaitez, donc on a Codeur en scène le 19 novembre 2024, 2026, pardon. Donc, si vous voulez postuler pour les talks de codeurs en scène pour faire des conférences, il n'y a pas de problème. Si vous vous sentez pas trop à l'aise à partir devant une salle de 300-400 personnes, on organise un Meetup Academy le 20 octobre au CESI, qui permet, donc c'est un format beaucoup plus court, beaucoup plus en petit comité, donc on parle d'une trentaine de personnes devant vous, qui permet de faire un quickie de 15-20 minutes pour vous entraîner éventuellement si jamais vous voulez expérimenter euh, pour devenir speaker. C'est un plus petit comité, c'est un petit exercice pour commencer sans aller forcément vers Codeur en scène. Je vais mettre à jour les liens très vite, mais en tout cas, c'est le 20 octobre au saisie et faut me contacter. On a un CFP pour proposer des sujets si vous avez envie de parler sur quelque chose. Codeur en scène le jeudi 19 novembre. On vous attend nombreux. C'est au Kind Arena. Voilà. Suivez-nous sur les réseaux, c'est le meilleur moyen d'avoir les informations sur les talks, les meet-up, toutes les informations. Donc, on est présent sur Twitter, X, LinkedIn, Slack. On a un forum, un chat général sur Slack où on peut parler. Et on en a quelques autres, Mastodon et Blue Sky, tous ces genres de trucs. N'hésitez pas à vous inscrire aussi, ça nous permet nous de mieux, pardon, ça nous permet nous de mieux savoir qui vient pour gérer. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a Charles Médine qui va nous présenter l'archéologie logicielle, comment reconstruire un jeu sans son code source. Donc, hop. C'est à toi, Charles Médine. Merci beaucoup. Merci. Merci Thibaut. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu, merci de m'accueillir. Je suis Charles Meldine et aujourd'hui, je vais vous parler d'archéologie logicielle. Le 27 mars 2020, pour tous les joueurs de la plateforme de jeu Tunoid, c'est un coup de théâtre. L'éditeur de la plateforme, Motion Twin, publie une annonce. Et on va faire. Merde. C'est F. C'est bien F12, raccourci plein écran. Euh, ouais, voilà, ok. Non, mais c'est bon, je suis désolé. On recommence. Vous l'avez compris, je vais vous parler d'archéologie logicielle. Donc, le 27 mars 2020, pour tous les joueurs de la plateforme Tunoid, c'est un coup de théâtre. L'éditeur de la plateforme, Motion Twin, annonce que Adobe Flash Player, c'est terminé. Flash, c'est une technologie qui a bercé l'enfance de beaucoup de monde, et tous leurs jeux se reposant sur cette technologie sont voués à être fermés au fur et à mesure que leurs audiences se réduisent. Pour ceux qui les connaissent, ce sont des jeux comme La Brute, Horde ou Mush. Des jeux Flash, par navigateur, multijoueurs, fondateurs pour des millions d'entre eux. C'est la fin d'une époque. Cependant, quelques joueurs décident de ne pas en rester là. Ils créent le projet Eternal Twin pour sauver ces jeux.
Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un d'entre eux, Mush. Mush, c'est un jeu de survie et de déduction sociale dans l'espace. Il se compose en deux camps. D'une part, il y a les humains, les gentils, qui doivent explorer des planètes, améliorer le vaisseau, produire de l'oxygène, se défendre contre les vaisseaux ennemis et surtout enquêter pour trouver les Mush, les méchants, qui eux doivent faire des trucs de méchants comme contaminer, saboter le vaisseau, manipuler les humains et parfois assassiner. Le tout sans se faire repérer. Mush n'est pas complexe car il se repose sur des algorithmes sophistiqués ou sur des gros enjeux de scalabilité. Il est complexe car il accumule un ensemble de petites règles qui interagissent ensemble pour créer un véritable jeu social. Et c'est là que le problème commence. La communauté connaissait très bien Mush, mais connaître un jeu en tant que joueur, ce n'est pas pareil que connaître un jeu en tant que développeur. Pour jouer, une règle suffit souvent. Je clique sur tel bouton, ça fait ça, ok. Mais pour coder, il faut savoir ce qui se passe dans tous les cas limites. Même ce qui se passe, comme par hasard, quand on est un joueur technicien qui se retrouve dans un patrouilleur, qui se casse à minuit. Oui, c'est une vraie règle du jeu. Mais avant, je me représente. Donc moi, c'est Charles Meldin, mais vous pouvez m'appeler Charles. J'ai un parcours data et back-end. D'abord, j'ai été data analyst au sein de la mairie de Roubaix. Ensuite, data scientist au laboratoire Servier. Et en ce moment, j'interviens en tant que freelance chez LexisNexis sur des sujets back-end et IA. Mais je vous rassure tout de suite, aujourd'hui, on va pas parler d'IA. Non, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de mon expérience sur Imosh. J'ai été mainteneur principal du projet à partir de fin 2022 euh, et aussi membre du bureau Eternal Twin jusqu'à très récemment. J'ai revérifié en préparant ce talk et j'avais plus accès aux canaux du bureau de l'association il y a une semaine ou deux. Donc ça doit être à partir de là qu'ils m'ont viré. Donc patate, quand tu reverras cet enregistrement, tu me diras exactement quand est-ce que tu as cliqué sur le bouton. Donc ce talk, c'est un retour d'expérience d'un développeur sur un projet open source communautaire. Donc ce projet, c'est eMush, la reprise open source de Mush. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'était pas dans le cadre d'un projet classique. On n'avait pas de cahier des charges, pas d'équipe produit, pas de spécification, et encore moins de product manager ou de PO pour nous dire ce qu'il fallait coder. Il fallait reconstruire toutes les règles du jeu à partir des sources que la communauté avait réussi à préserver. Le problème, ce n'était pas qu'on n'avait rien. Au contraire, comme vous pouvez le voir, on avait beaucoup de matière. D'une part, un wiki communautaire, qui était très complet. Il donnait les règles générales, mais il était parfois imprécis sur les détails. On avait les joueurs experts, que je salue. Ils étaient capables, il et elle, ils étaient capables de ressortir des cas limites de mémoire. Mais pas à la virgule près non plus. Ça reste des êtres humains. Les logs des parties contenaient toutes les règles, toutes les probabilités, tous les chiffres du jeu, en montrant tout ce qui s'était passé, sur plus de 1 million de parties. Ou peut-être 1 millier, je ne sais plus. Mais pas de façon directement interprétable. On avait les captures d'écran et les vidéos tellement précieuses qui prouvaient certains cas de façon indiscutable, mais malheureusement beaucoup trop rare. Enfin, un dump partiel du code source original et des documents de game design par Motion Twin, mais bien trop tardif et incomplet. Il fallait transformer tout ça en spécifications implémentables. Toutes les mécaniques n'avaient pas le même niveau d'incertitude. Parfois, on connaît très bien la règle générale. Dans ce cas-là, le travail consiste surtout à retrouver les détails exacts. Parfois, on connaissait plus ou moins. Là, il fallait enquêter, comparer les sources et parfois arbitrer entre des interprétations contradictoires. Et parfois, personne ne savait vraiment.
Là, il fallait assumer une hypothèse raisonnable. Je commençais par le plus facile, le cas le plus confortable, une règle qu'on connaît bien, mais où il reste quand même des détails à reconstruire. Premier exemple, la compétence tracker. La règle générale est assez bien connue, grâce au wiki, comme vous pouvez le voir, ou pas. Je sais pas si c'est assez gros. Mais tracker permet de pister les déplacements des joueurs. En gros, le tracker voit plus de détails dans les logs de déplacement. Il peut savoir qui s'est déplacé, de où vers où, et sur une plage plus importante que les autres joueurs. Le tracker a aussi une action spéciale. Il peut imprimer une liste, pardon, qui peut révéler un mush. Donc là, on n'est pas dans le brouillard. Avec le wiki, on a déjà une très bonne base. On sait ce que la compétence est censée faire. Dans ce genre de cas, le travail est assez direct. Avec le wiki et quelques captures d'écran, on sait comment la compétence fonctionne. On récupère les textes exacts, les icônes, les messages affichés. Ce n'est pas le cas où il faut reconstruire une formule mathématique ou arbitrer une mécanique obscure. On est plutôt dans un travail de récupération et de fidélité. Mais même dans ce cas assez simple, il reste des petits cas limites. Par exemple, si on a deux trackers en jeu, est-ce que ces deux trackers peuvent imprimer deux listes différentes pour avoir deux fois plus de chances de trouver les infiltrés? Ce n'est pas le cœur de la compétence, mais le code doit quand même répondre. Là, typiquement, on demande aux joueurs qui connaissent bien la mécanique et on fixe le comportement. Et même sur ce cas plutôt confortable, il peut rester une erreur dans le wiki. Ici, par exemple, le wiki parle du canal moche. Le canal moche, c'est le canal des infiltrés, le canal secret, où ils peuvent comploter contre les humains. Mais Tracker n'influe pas dessus, pas du tout. Donc le wiki est une excellente base, mais on ne le traite pas comme spécification infaillible. Donc là, c'était le cas facile. On connaît la règle, on a les textes, on a des captures d'écran, on demande aux joueurs pour les cas limites et ils nous répondent en 30 minutes. Maintenant, on va passer à un cas moins confortable. Une mécanique dont l'idée générale est simple, mais où les détails deviennent beaucoup plus subtils au moment où il faut la coder. Les combats en expédition. Deuxième exemple donc, les combats en expédition. Sur Mush, les joueurs peuvent envoyer une équipe pour explorer une planète. L'intérêt principal, c'est de trouver des ressources, de l'oxygène, de la nourriture et parfois des artefacts utiles pour améliorer le quotidien sur le vaisseau. Mais évidemment, ce n'est pas gratuit. Une expédition comporte des risques. Entre autres joyeusetés, l'expédition peut tomber sur des formes de vie hostiles. C'est là qu'intervient la mécanique de combat. Le jeu va comparer la force du groupe avec la force de la créature, et selon le résultat, l'expédition peut s'en sortir plus ou moins proprement. Elle peut prendre des dégâts, des maladies, voire des morts. Le wiki commence la section qui traite des combats par «Ils sont simples». Et pour un joueur, c'est plutôt vrai. On comprend l'idée générale. Le groupe a une force, la créature ennemie a une autre force, on compare les deux, et si le groupe est pas assez fort, il prend des dégâts. Basique. Mais quand on veut coder la règle, ce qu'on voit surtout, ce sont les trous dans le wiki. Tout ce qui est souligné en vert, à déterminer, à préciser. Et le pire de tous, au hasard. Et là, la mécanique devient beaucoup moins simple. Lorsqu'un combat se déclenche, est-ce qu'un personnage qui s'est perdu compte dans le calcul de la force? Est-ce qu'un personnage coincé dans le vaisseau, car il n'a pas de combinaison, compte? Est-ce qu'un personnage qui n'a qu'une arme vide compte? Si un personnage a des grenades, est-ce qu'il les utilise toutes? Ou seulement celles qui sont nécessaires? Qu'est-ce que ça veut dire des dégâts répartis au hasard? Etc., etc. Ce sont des petits détails. Ça peut sembler être des petits détails,
mais ce sont exactement ces détails-là qui font tout le sel de jeu, tout le temps. Concrètement, ce genre de mécanique donnait lieu à beaucoup de discussions avec les joueurs. Là, par exemple, je demande un topo complet sur les combats en expédition, les différents logs possibles, la répartition des dégâts, le cas où la force de l'équipe est inférieure ou supérieure aux créatures rencontrées. Ce n'est pas une question théorique. J'essaye vraiment de récupérer un maximum d'informations pour pouvoir coder le comportement. Et comme vous pouvez le voir au nombre de messages de ce fil, j'avais besoin de beaucoup d'informations. À ce moment-là, j'essaie de transformer mes questions en scénario en m'inspirant du Behavior Driven Development, BDD. Pour ceux qui ne connaissent pas BDD, c'est une méthodologie de développement où on essaye d'établir une spécification à partir d'exemples. On décrit une situation de départ, on effectue une action, puis le résultat attendu. L'idée, c'est de ne pas rester sur une question vague comme comment marchent les grenades en expédition, mais de poser une situation précise. Tel personnage a tant de grenades, tel autre personnage a tel objet, on rencontre une créature de force 12, qu'est-ce qui doit se passer? Honnêtement, cette approche de construire le scénario directement avec les joueurs par chat Discord, c'est pas devenu une méthode générale. Je l'ai tenté une fois, mais ça se passait pas toujours comme ça. Mais de mon côté, ça m'a beaucoup aidé pour vraiment comprendre les mécaniques. Et donc, suite à ce genre de questions, on me répondait avec des cas réels. Ici, on a une expédition réelle avec deux combats. Des personnages précis, des objets précis, des compétences, des grenades, des blasters et une force observée dans le jeu. C'est précieux parce que ça nous permet de comparer nos hypothèses avec ce que le jeu original a vraiment fait dans ces situations. Et parfois, un peu trop souvent même, le jeu faisait des choses étranges. La phrase que vous voyez résume assez bien le travail dans ce cas. Sans plus de détails, on part là-dessus. C'est pas toujours le plus satisfaisant, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Le code ne peut pas rester en attente indéfiniment. On part d'une hypothèse raisonnable et on l'implémente. Le combat en expédition, c'est donc le cas intermédiaire. On connaît la règle générale, mais les détails sont ambigus. On discute avec les joueurs, on cherche des cas réels, on compare les hypothèses et on tranche pour le plus possible, le plus plausible avec les informations disponibles. Là, on arrive au troisième niveau d'incertitude. C'est quand un joueur nous dit, j'en ai aucune idée. Aïe, aïe, aïe. Ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est pas tellement le détail de la mécanique. On cherche une, c'est la dynamique. On cherche une règle exacte, mais personne ne la connaît, personne ne peut la confirmer. Donc, on ne retrouve pas une spécification, on reconstruit une hypothèse. Ce n'est pas idéal, mais c'est aussi une partie du travail. Ne pas prétendre qu'on sait, quand en réalité, on a seulement une hypothèse raisonnable. Une fois qu'on a retrouvé une règle ou qu'on a assumé une hypothèse, il reste un autre problème. Il ne suffit pas de la coder. Il faut éviter qu'elle disparaisse 6 mois plus tard, après un refactor, une correction de bug ou une nouvelle fonctionnalité. Donc, progressivement, on a beaucoup utilisé les tests automatisés pour stabiliser ces comportements. L'idée, ce n'était pas seulement de tester une méthode ou une classe isolée, c'était surtout de tester des situations de jeu. Un joueur a tel objet, il a telle compétence, une expédition rencontre telle créature, un événement se déclenche. Et ensuite, on vérifie le comportement attendu. Des objets consommés, une force, euh, une force calculée, un log qui se crée, un statut appliqué ou des dégâts répartis. C'est pour ça que je parle de tests orientés métier.
Je reviens maintenant au scénario des grenades de tout à l'heure. À la base, c'était une question posée sur Discord. Est-ce qu'on utilise une grenade seulement si elle est nécessaire pour tuer la créature? Pour clarifier la question, j'avais formulé un scénario précis. Tel personnage a tant de grenades, l'expédition combat une créature de force 12 et on regarde combien de grenades sont effectivement consommées. Ce scénario, on peut le transformer en test automatique. Ça, c'est le même scénario, mais sous forme de code. On retrouve la même structure en mode Behavior Driven Development. On a une phase given, où on prépare la situation, le nombre de grenades que possède chaque joueur. On a une phase when, où on déclenche l'événement combat. Et on a une phase then, où on vérifie le résultat. Le test devient une spécification exécutable. Il dit, dans cette situation précise, voilà ce que le jeu doit faire. Ce test fixe une décision très précise. Chun avait 2 grenades avant le combat, oups, et après, elle n'en a plus. Quanti avait aussi 2 grenades avant le combat, après le combat, il n'en a plus. Raluca avait une grenade avant le combat, et elle a de la chance, elle peut la garder. La règle qu'on encode ici, c'est que les grenades ne sont consommées que si elles sont nécessaires pour tuer la créature. Le test sert à figer une règle de jeu qu'on a reconstruite et à éviter qu'elle change plus tard. Mon avis, c'est que le principal intérêt des tests n'était pas de détecter des régressions. Ils l'ont fait, oui, parfois. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr que, en proportion du temps passé, cet aspect-là suffise à justifier à lui tout seul tout l'investissement. Pour moi, le plus gros intérêt, c'était surtout que les tests m'aidaient à réfléchir. Comme je travaillais souvent en test-driven development, TDD ou en test first, je laisserai les puristes me flageller sur la différence entre les deux. Mais en gros, c'est pour dire que j'écrivais mes tests avant mon code de production. Écrire un test m'obligeait à spécifier précisément qu'est-ce que je veux programmer, quel résultat je dois avoir et quel cas limite existe. Et sur un jeu avec des règles aussi complexes que Mush, où des petits détails créent des gros bugs aux yeux des joueurs, les clarifier en amont, c'est essentiel. En théorie, le test fixe aussi la spécification qu'on a retrouvée avec les joueurs dans le code. Il devient une référence. Il peut aider d'autres développeurs à comprendre une mécanique de jeu. Parfois même, les personnes qui écrivaient le wiki pour expliquer le jeu aux nouveaux joueurs allaient lire les tests pour mieux les comprendre. Mais je préfère rester honnête. Dans la pratique, on regarde le plus souvent le code. Donc, je ne vous dirai pas que les tests sont devenus la source de vérité, comme on peut parfois vous le vendre. Je dirais plutôt qu'il s'agit d'une référence exécutable supplémentaire, ce qui est déjà très utile. En pratique, on avait poussé cette approche assez loin. On tournait autour de 80% de test coverage. Et l'idée générale, c'était que à chaque nouvelle feature ou à chaque bug fixe, on devait écrire un test automatique orienté métier. Surtout au début du projet, en 2020, les leads de l'époque avaient mis ça en place car la base de code bougeait beaucoup, il y avait énormément de régressions et elle était beaucoup plus instable et ça a fortement fiabilisé les premiers développements. Et puis en 2024, vers la fin, où c'est moi qui suis passé lead et que je passais beaucoup trop de temps sur des serveurs qui parlaient de software craftsmanship. Mais c'était aussi une manière de forcer le projet à capitaliser ce qu'il apprenait. Pour ce que cette approche reste vivable, il a fallu beaucoup travailler l'outillage de test. Créer un joueur, lui donner des objets, créer une expédition, déclencher un événement, vérifier un résultat. Si chaque test demande d'écrire des dizaines de lignes de setup, comme ce fut le cas à un moment, plus personne n'a envie d'en écrire. Donc, je me suis beaucoup battu
pour créer des fixtures utiles, des fonctions réutilisables, simplifier l'écriture des tests et pour rendre ce genre de scénario beaucoup plus rapide, voire agréable à écrire et à maintenir. Un autre sujet important et qui frustre beaucoup de développeurs, c'est la fragilité des tests. Un mauvais test casse dès qu'on renomme une méthode ou qu'on change l'organisation interne du code. Un test métier utile, au contraire, devrait surtout casser quand le comportement du jeu change. On n'y est pas arrivé parfaitement, mais c'était l'objectif. Avoir des tests qui protègent les règles, pas la structure technique du moment. Dans un jeu comme Mush, beaucoup de bugs ne font pas planter l'application. Le jeu continue à tourner, mais une règle devient légèrement fausse. Un bonus qui est appliqué dans le mauvais cas. Un log qui apparaît au mauvais endroit. Une grenade qui est consommée alors elle ne devrait pas l'être. Et parfois, seuls les joueurs les plus experts peuvent le savoir. Les tests servent à éviter que ces règles cassent silencieusement. Donc, mon bilan honnête, c'est pas les tests ont résolu tous les problèmes. Loin de là. C'est pas non plus sans test, le projet serait forcément effondré. Je ne le pense pas. En fait, j'en sais rien. J'ai pas de groupe témoin, j'ai pas de groupe contrôle. Par contre, je sais qu'ils nous ont aidés à comprendre les mécaniques. Ils m'ont aidé à décider ce qu'on voulait vraiment programmer, à l'implémenter de manière plus consciente et à préserver une partie de ces décisions dans le temps. Et au final, le résultat, c'est ça. Le projet dure maintenant depuis plus de 6 ans. Il y a eu plus de 124 releases, un rythme de croisière à plus de 200 joueurs quotidiens, plus de 2000 joueurs distincts et plus de 20 contributeurs. Certains aimaient tellement bosser dessus qu'ils plaisantaient du fait qu'ils voulaient quitter leur job. Bon, heureusement, personne n'a brisé sa carrière pour Imosh. Et surtout, il y a un turnover sain. Le départ de plusieurs contributeurs n'empêche pas le projet de continuer. Car le plus important, ce ne sont pas les chiffres. Le plus important, c'est que le jeu tourne encore. Ce n'est pas juste une archive, c'est un jeu jouable qui continue à vivre, une communauté toujours active, alors que les créateurs du jeu ou les standards du web lui disaient qu'elle aurait dû mourir. Si on sort du cas très particulier d'Imosh, je pense qu'il y a des enseignements transférables. Le premier point, c'est de beaucoup communiquer avec les experts métiers. Dans notre cas, ces experts, c'étaient les joueurs historiques. Mais sur un projet d'entreprise, ça peut être des utilisateurs, des opérateurs, des agents de support, des comptables, des juristes, peu importe. L'idée reste la même. La connaissance réelle du système est chez les gens qui les utilisent. Et quelque part, on retrouve ça dans la plupart des méthodes agiles. Enfin, celles qui marchent. Pas celles où on fait juste un délit de 15 minutes pour dire qu'on est bloqué. Deuxième point, écrire des tests orientés métier. Pas parce que les tests sont magiques, mais parce ils permettent de clarifier ce qu'on veut coder et de le préserver dans le temps. Merci beaucoup. Eh bien, vous pouvez retrouver le jeu sur Imush, enfin, sur le lien qui s'affiche, ou vous tapez Imush sur Google. Le code est public et open source sur GitLab. Et Imush fait partie donc de l'association Eternal Twin, l'association qui se donne pour mission de sauvegarder les jeux web de Motion Twin et les jeux Flash en général. Pour me contacter, je vous mets mon LinkedIn et mon mail. Je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux en ce moment, en partie pour limiter la procrastination, mais aussi pour l'anxiété. Mais je vais me faire violence pour partager ce talk quelque part. Bah, en revanche, les mails, je les lis tous. Donc, je suis ravi d'échanger bah, tout de suite et aussi par mail si vous avez des questions sur le sujet. Merci à tous. Vous avez des questions?
Je sais pas si répète la question, comme tu as le micro, tu répètes la question avant de répondre. Je voulais savoir comment vous avez construit l'équipe à la base, comment vous avez intéressé les gens au projet, qui vous avez laissé entrer. Est-ce que n'importe quel contributeur qui s'est codé pouvait se joindre à vous et son code détecté ou autre? Est-ce que vous avez fait une équipe euh, assez mature dès le départ? Vous êtes enfermé dans le cocon et vous avez français le jeu? C'est ça l'idée. Si je reformule ta question, c'est comment est-ce qu'on a composé l'équipe? Et il y a deux points que tu soulèves. Est-ce que ça a été une équipe bien constituée dès le départ ou est-ce que tout le monde pouvait contribuer? C'est bien ça? C'est un projet, c'est à la fois un projet open source et communautaire. C'est un projet de reprise d'un jeu vidéo. Donc là, une première réponse, c'était que n'importe qui pouvait contribuer, c'était totalement ouvert. Une deuxième réponse, c'était que il y avait, comme dans la plupart des projets open source, il y a des contributeurs principaux, des mainteneurs. C'est la loi de Pareto, c'est 20% des contributeurs font 80% du travail. Au tout début du projet, il y avait deux personnes que je salue bien sûr. L'un qui était développeur full stack de formation, qui a pris le projet à bras le corps. Et ensuite, il a été rejoint par un chercheur en géologie, si je dis pas de bêtises. Ils ont posé les premières briques. Donc, c'était ces deux personnes-là qui ont fait une grande part, je dirais 50 à 60% du travail pendant 2 à 3 ans, de 2020 à 2023. Ensuite, moi, je rejoins en 2020, fin 2022. Et donc, au fur et à mesure, je deviens contributeur principal avec l'une de ces personnes, sachant que le développeur full stack historique est parti vers d'autres horizons. Donc, je rejoins, donc je deviens mainteneur principal avec cette personne, donc de 2022 à 2025. Donc, on était les deux mainteneurs principaux. Et à côté, on avait plein de contributeurs qu'on remercie, qui faisaient des contributions par-ci par-là. Donc, ça va de une à une dizaine de contributions pour les contributeurs plus ponctuels. Et puis, pour répondre à une de tes questions annexes, c'est, euh, euh, bon, j'ai pas la formulation en tête, mais on avait quand même un certain standard de qualité, comme j'ai pu l'expliquer. Donc, on a mis de façon itérative plusieurs choses en place. Donc, par exemple, une checklist pour les reviewers, parce que c'était sous un système de pull request. Il fallait un approval que ce soit un mainteneur ou un autre contributeur pour merger les pull requests. Et on avait une checklist qui vérifiait que les standards de qualité étaient atteints. Entre autres, est-ce qu'il y avait un test automatisé associé à la pull request? D'autres questions? Moi, j'ai une question. Vous dirais qu'il y a environ combien de jeux Flash dans l'ensemble qui auraient été portés ou qui auraient été ressuscités par la communauté d'une manière générale? Alors, côté Eternal Twin, donc vraiment, nous, on est plus focus sur les jeux de Motion Twin. Là, je pense qu'on doit avoir une dizaine de jeux à divers degrés d'avancement. Mais pour les jeux vraiment qu'on considère jouables terminés, là, on doit être à 5, 7, sachant qu'il y avait une vingtaine de jeux au départ. Et la société qui les commercialisait, est faillie. Elle a fait d'autres projets dans d'autres technologies et elle n'a jamais essayé de porter chez eux pour continuer, parce que visiblement, plusieurs années derrière, il y a toujours une communauté de fans. Donc pourquoi elle n'a pas basculé son moteur et C'est une excellente question. Donc la question c'est pourquoi est-ce que la société derrière, Motion Twin, n'a pas continué à maintenir ces jeux? Alors il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est une raison économique, c'est que les jeux Flash, ils ont eu leur âge d'or dans les années 2000 et 2010, lorsque le support principal pour jouer, c'était un PC. Mais ensuite, vers 2010-2012, il y a eu ce qu'on appelle l'iPhone, qui a complètement bouleversé le marché. Ça a tué beaucoup de jeux Flash, vu que les jeux mobiles étaient beaucoup plus accessibles.
et ils étaient généralement beaucoup plus élaborés. Donc, ce que cette société a fait vers mi-2010, c'est qu'ils ont tenté de basculer sur le jeu mobile, mais ça leur a pas plu. Et donc ensuite, ils sont basculés sur les jeux PC. C'était un peu leur dernière chance avant la faillite, et ce jeu PC a fait un carton. Donc, ce jeu PC a fait un carton, donc ils ont décidé de se focus dessus et donc d'abandonner leur jeu historique. Historiquement, il faut savoir que les personnes à l'origine du projet Eternal Twin faisaient déjà des hacks, des sortes de mods pour l'un de ces jeux Motion Twin qui s'appelle Hammerfest, Lapsus Révélateur. Du coup, un mode qui s'appelait Eternal Fest. Donc, ils étaient très avancés sur tout ce qui était reverse engineering et reprise. Donc, les premiers contacts sont venus de ça. Mais Motion Twin, donc la société derrière, a toujours été assez reluctante à partager le code source pour diverses raisons, propriété intellectuelle, parfois des codes sources qui sont pas très propres, donc ce genre de raisons-là. Mais ils ont fini, d'une part, il me semble que c'est en 2020, oui, en 2020, à autoriser quiconque le souhaite à créer des reprises de leurs jeux, et en 2023, à donner une partie du code source des jeux. D'autres questions? Dans, dans le milieu des jeux Flash, en fait, ils acceptent de dire reprenez ce qu'on a fait, vous avez l'autorisation et reprenez, etc. C'est commun ou c'est plutôt rare? Euh, Les jeux Flash, je suis pas un spécialiste des jeux Flash spécialement, mais dans le jeu vidéo en général, c'est rarissime. Bah, moi, je connais que Motion Twin qui a fait ça. Et puis, pour élargir aux jeux vidéo en général, je sais que Sega, ils autorisent aussi pas mal de fangames, je trouve ça aussi intéressant. Donc, des joueurs qui sont fans, qui connaissent très bien la licence, et qui font parfois des jeux qui sont plus appréciés que les jeux officiels, entre guillemets. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Mais dans le jeu vidéo en général, c'est extrêmement rare. Et on est très reconnaissant de la part de Motion Twin de nous avoir autorisé à faire cela. Mais sinon, les jeux Flash, il y a un projet qui s'appelle Ruffle. Donc, le plus populaire, c'est plutôt de prendre les jeux Flash tels quels et de les faire marcher. Donc, un projet qui s'appelle Ruffle, qui est un émulateur de Flash, donc qui permet de prendre des jeux Flash, tu le mets dans l'émulateur et il est à peu près jouable. Euh, bah, c'est c'est une équipe qui a fait un gros travail sur plusieurs années. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux, même Motion Twin. Chez Eternal Twin, on a beaucoup utilisé Ruffle pour ressusciter pas mal de jeux. Donc, c'est aussi une alternative qui existe. Il y a une partie serveur parce que Oui, c'est un jeu. même si tu arrives à les porter, le jeu, des fois, il va pas réussir à se connecter à votre truc. Exactement. Donc Ruffle, l'émulateur Flash, ça fonctionne pour les jeux solo. Mais pour les jeux comme Mush, les jeux multijoueurs, ça marche pas. Et puis, il y avait aussi, parce que je sais que le mainteneur actuel, c'est ça, je sais que le mainteneur, il est en train de criser pour ce que je suis en train de dire, mais il y avait aussi effectivement un sujet de pérennité. On ne peut pas se baser sur une technologie qui est obsolète pour sauvegarder un jeu. Euh, Question par rapport à comment vous êtes organisé par rapport au. Tu avais fait un télécharge, une checklist de features, de comment, un état d'avancement du jeu, comment vous avez fait? La question, c'est comment s'organiser au quotidien. Donc, est-ce qu'on avait des cahiers des charges, des listes des features? Eh bien, c'était un peu au fil de l'eau. Moi, je me suis inspiré de ce que je voyais en entreprise. Donc, c'était plutôt en mode Kanban. Moi, je fonctionnais par jalon. Donc, par exemple, on avait la mise à jour des vaisseaux ennemis. Et pour cette mise à jour-là, je listais toutes les features qu'il fallait coder pour cette mise à jour. Donc, on faisait toutes les features pour les vaisseaux ennemis. Et ensuite, on passait aux features pour l'exploration. On listait toutes les features, on les faisait, etc., etc. Et puis, pour prioriser les jalons,
ben, on demandait à la communauté qu'est-ce qui était le plus pertinent d'un point de vue intérêt de la communauté pour rendre le jeu jouable le plus rapidement possible. Parce que en moyenne, à un moment, on était sur des releases toutes les 2 semaines. Donc c'était vraiment, on avançait petit à petit en mode Kanban slash agile. Ouais, bon, je dirais à 90 à 100%, c'était les joueurs originaux. Là, il est à 99,99999%. Et les 0,1%, c'était les features trop chiantes qu'on n'a pas recodées parce que, en fait, personne ne savait qu'elles existaient. Donc, du coup, on en est très content. Et en fait, là, ils sont dans une phase de bêta, de rééquilibrage général parce que les goûts des joueurs ont changé. Donc, ce qui était acceptable en 2013 ne l'est plus en 2026. Donc, là, en fait, ils font du nouveau contenu. Vous avez posé la question entre l'héritage et le fait de dire, tiens, on accepte d'aller plus loin, au-delà des 100%, et de coder des trucs nouveaux qui n'étaient pas dans le jeu original. Ouais, c'est une excellente question. Donc, la question, c'est comment on fait la balance entre l'héritage, est-ce qu'on fait une restauration fidèle du jeu et où est-ce qu'on s'autorise à créer de nouvelles fonctionnalités? Donc, c'est un sujet qui nous a où il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup de débats, surtout à la fin, au fur et à mesure que le jeu était de plus en plus complet. Ce qu'on s'est dit, c'est que Image ne peut pas survivre s'il reste figé dans le passé. Mais on était quand même attaché à certains principes de game design qui font qu'on a aimé ce jeu et qu'on s'est investi pour le restaurer. Donc, on a créé une charte avec, euh, avec les modérateurs qu'on a partagé à la communauté. On a créé une charte qui définit voilà ce qu'on aime dans Mush, voilà ce qu'on souhaite préserver et voilà ce qu'on accepte de modifier. Et globalement, on a créé donc une instance qui s'appelle le 42e étage, qui existait déjà sur la communauté originale, qui est chargée de décider de l'orientation des nouvelles features du jeu, qui est composée donc des mainteneurs historiques, de modérateurs, de contributeurs et aussi de membres de la communauté. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, merci encore de m'avoir écouté. Merci à vous.